Démarrer là. Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre qu'il soit leur pile pour démarrer. Et voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc ça fera partie justement de cette table ronde, ça la fera vivre. On a déjà prévu pas mal de sujets, mais c'est vous qui allez le plus influer sur les discussions. Marc, tu devrais partager ton écran. Ouais, il est partagé mon écran là, vous voyez pas? Voilà, ton slide plutôt. Voilà. Ton slide. Voilà. Okay. Bon, allez, on va commencer sur des choses qui sont pas les plus, pas forcément les plus intéressantes. Donc, ce webinaire est organisé par la Taverne du Testeur, donc avec le Livestorm de Smart Testing, qui est un des... J'ai beaucoup d'écho. Est-ce que vous pouvez couper? Oui, il y a de l'écho, effectivement. Qui est un des sponsors de la Taverne, qui permet justement d'avoir quelque chose de totalement gratuit avec une forte liberté de ton. La Taverne qui a été créée en 2017, c'est le premier blog francophone dédié aux tests logiciels. Et donc qui a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez revivre les différents webinaires. Le problème de son, ça devient d'où? J'ai une idée. Moi, je suis un casque, donc... Je t'entends plus, Marc, là. Marc, on t'entend plus. Désolé pour cet impromptu. Comme quoi, la qualité applicative, elle arrive à tous les moments. Donc, notre Livestorm, ok. Voilà. Donc, 5 sponsors de la Taverne, Certilog, Sogeti, All4Test et Testum. Donc, que des sponsors vraiment spécialisés ou experts dans le test. Et donc les webinaires organisés par la Taverne, on garde l'esprit des articles de la Taverne, c'est de la curiosité, on va parler de sujets innovants, on va essayer de parler de manière différente et on va échanger. Donc aujourd'hui, c'est une table ronde sur l'IA. Nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec Bruno Léjard, qui est chercheur dans l'IA, dans le test. Il a fondé Smart Testing et qui travaille beaucoup notamment sur sur l'outil Gravity, dont on parlera. Il y a aussi Antoine Emer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'étude AI for QE. C'est vraiment une très belle étude avec une belle faute d'orthographe sur les applications de l'IA dans le test. Et Michael Granier, qui est un habitué, qui est un peu touche à tout, qui est directeur des opérations chez Mister Suricat. Mister Suricat qui a un outil en interne d'automatisation sans script qui commence à utiliser justement des modules d'IA. On va commencer simplement avec un état des lieux pour parler de différents sujets, différentes applications de l'IA dans le test. On va parler de conception, de mesure de la qualité, d'automatisation, des jeux de données, des tests en prod. Et enfin, on va passer la place du testeur et des tests avec l'IA. Voilà. Dans le même temps, je vais vous proposer un sondage pour que, voilà, autour de l'IA dans le test, pour connaître votre opinion, vos points de vue. Et bien sûr, les résultats de ce sondage seront partagés dans un article. Donc, j'arrête maintenant le partage et on va pouvoir commencer. Donc, l'état de lieu, c'est l'IA, on en parle de plus en plus. Concrètement, c'est quelque chose qu'on pourrait même appeler un buzzword. Et
pourquoi l'attend-on autant, Antoine, cette IA? Alors, en fait, moi, je vais être très pragmatique, en fait. Je vais me poser la même question qu'il y a 20 ans, quand les premiers outils d'automatisation sont venus. Quelle est la problématique à laquelle on est confronté? Bon, effectivement, on est passé avec du scripting en automatisation il y a 20 ans. Il y avait Rational, il y avait Mercury, on a eu Selenium 2004-2005. Mais c'est vrai que le succès de l'automatisation n'est pas très clair. Et là, en disant ça, je suis même un peu tendancieux parce que je pense que d'un point de vue industrie, et pas de nous forcément, c'est un peu compliqué. On a eu 3 grosses évolutions depuis trois principaux problèmes auxquels on est confronté. Un, c'est la complexité des systèmes applicatifs. On n'est plus dans notre fameux point .exe, on installe tout et on déploie tout. On est hautement dépendant de ce que les autres développent. La notion de composants également, la notion de données, la notion des outils qui sont un peu, on va dire, anciennes technologies, qui étaient toujours basées sur le scripting, qui nous ont servi pendant longtemps, mais qui deviennent très compliqués, notamment par rapport à la maintenance. Et le dernier point qui est pour moi aussi essentiel, c'est la transformation de ce niveau de qualité, ou l'évolution de termes de la qualité. Effectivement, on répond toujours à 3 questions. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça performe? Est-ce que c'est sécurisé? C'est des questions assez classiques. Et maintenant, on va dire depuis l'essor de l'iPhone en 2007 et l'App Store en 2008, les utilisateurs, et nous-mêmes on en fait partie bien évidemment, nos attentes se sont transformées. On est beaucoup moins patient. Je me souviens encore des modems 33.6, on attendait un petit peu que l'image apparaisse. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, on n'est plus dans est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça scale, est-ce que ça performe, est-ce que ça performe, mais quand et tout de suite. Et on est passé également, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est intuitif, est-ce que ça correspond aussi à des normes d'environnement, etc., etc. Donc, est-ce que c'est accessible également par des personnes peut-être à mobilité réduite, à visibilité réduite, etc., etc. Donc, on est vraiment à une bonne évolution, on va dire, de la qualité, mais qui complexifie complètement notre métier. Et effectivement, parallèlement à ça, nous, en termes de test, on doit complètement fusionner avec les développeurs. On n'arrive plus simplement au bout et en disant, tiens, finalement, j'ai besoin de 3 semaines avant ta mise en production, c'est plus possible. Donc, en fait, tous ces problèmes font que, techniquement et humainement, on va bientôt, même malgré le test continu, on va plus être capable de tout faire. Donc, on doit se focaliser vers quelque chose. On doit se demander qu'est-ce qui va nous permettre d'être plus productifs, plus véloces. Et c'est pour ça qu'on parle notamment d'IA, qui pour beaucoup sont toujours une boîte noire, mais peu importe. Et voilà. Et c'est là aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que l'IA peut nous permettre de répondre à certains défis qui existent déjà ou des nouveaux défis auxquels on n'a jamais su répondre parce qu'il n'y avait pas la bonne technologie. Voilà un petit peu en gros d'où on vient. Je ne sais pas si Bruno, toi, tu as peut-être des éléments à rajouter par rapport à ça. On t'entend pas, Bruno. Oui, je m'étais muté, désolé, clairement. Donc, effectivement, les constats sont là, c'est-à-dire que l'automatisation patine dans de nombreux contextes, même si on a des performeurs sur le sujet, patine pour des raisons qu'on connaît bien, des problèmes d'instabilité, de coût de maintenance, de pertinence des tests automatisés, de manque de ressources, de manque de savoir-faire. Et l'infusion, je pensais bien de voir ce qui se passe aujourd'hui comme l'infusion des technologies à base de données, des technologies d'IA, donc en termes d'apprentissage machine, de machine learning, comme une infusion dans différentes activités, dans le support à différentes activités, dont la conception des tests, dont la maintenance, en particulier lorsque on a des référencements à des objets graphiques qui plantent, dont l'analyse des résultats de tests pour mettre en avant ceux qui sont des vrais, qui correspondent à des vraies anomalies et qui distinguent des faux positifs. Donc le sujet est exactement celui-là. Comment maintenant adresser les défis, mais aller plus vite dans l'automatisation, disons, de la chaîne d'activité. Et ça, effectivement, c'est en train
on est en train, petit à petit, mais quand même assez vite, de bénéficier des technologies. C'est vraiment des technologies d'intelligence artificielle, de machine learning qui nous permettent de traiter point par point un certain nombre de problèmes dont on va parler aujourd'hui. Et donc, je suis totalement en phase avec toi, Antoine, c'est-à-dire le constat, c'est les freins à l'automatisation et l'apport de l'IA, c'est de nous être un facilitateur de cette automatisation des activités. Du coup, tu Alors, parles Marc, pas mal. juste un truc, avant qu'on continue, là, je voudrais juste rajouter un point. Parallèlement à ça, donc il y a un an, à peu près il y a un an, on a commencé, parce que tu as cité ça tout à l'heure dans l'introduction, cette recherche, avec 14 éditeurs de logiciels, dont Smart Testing et Bruno représentent aujourd'hui. Nous avons écrit ensemble une étude sur, non pas la vision qu'on a sur l'IA, mais la réalité de l'IA par rapport à notre métier du test. Et donc ça, aujourd'hui, c'est une étude qui fait 55 chapitres et qui étudie l'ensemble des activités, pas simplement l'automatisation, la conception des tests dont on va parler un petit peu, mais revoir l'ensemble des points avec des exemples super concrets. Donc, pour que vous restiez avec nous, pour l'instant, je ne partage pas le lien, qui est en gratuit. Ah mince, je l'ai mis, Antoine. Pardon ? Je l'ai mis, désolé. D'accord, ok. C'est la beauté du live. Voilà. Désolé. Je Voilà. ne savais pas que tu voulais pas qu'on le disclose pour l'instant, mais voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose peut-être de faire, c'est avec Marc, on balaie un certain nombre d'activités et qu'on revoit un petit peu chacune des activités de test. Déjà, on a eu quelques questions, donc je pense qu'on va s'orienter là-dessus. C'est l'IA. Vous avez parlé d'automatisation, de différentes activités, de conception. Mais est-ce que concrètement, l'IA, elle permettra, ou donc à plus ou moins à court terme, de tester tout ce qui va être UX ou le graphique de l'application? Je vais répondre à ça. Il y a deux parties dans ça. Il y a la partie accessibility testing, usability testing, et la partie design. Est-ce que l'application est belle? Alors, sur la partie usabilité, on a écrit tout un chapitre, on a fait une recherche avec Capgemini Engineering et d'autres, dans d'autres sociétés. Et aujourd'hui, les tests d'usabilité, si elles permettent d'être un petit peu accélérées vers des tracking d'yeux, vers la transcription de sessions de voice to text, mais il n'y a pas le test d'usabilité en lui-même reste hautement manuel. Ça, c'est hautement humain et manuel. Et l'IA ne vient que pour accélérer certaines tâches manuelles qu'il y a dans ce process de test d'usabilité. Le deuxième point, c'est l'UI. Est-ce que l'UI est belle? Qui est encore une fois, pas une émotion, mais un sentiment qui peut être assez subjectif. Aujourd'hui, on a travaillé avec un autre de nos partenaires qui s'appelle Cobiton, qui a développé une IA pour donner le feedback sur la beauté, le niveau de beauté, de satisfaction d'une page web ou d'une application mobile avec des recommandations. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui pour l'instant qui est basé sur du mobile et du web, mais effectivement, c'est déjà en lien, et puis on le verra dans le lien que je partage, c'est également disponible en termes d'articles. Il y a une autre question, donc je vais répondre en partie avant de vous laisser répondre. Je pense que c'est Bruno qui pourra le mieux répondre à ça. C'est tester l'IA ou utiliser l'IA pour tester. Alors, ce webinaire, on va vraiment travailler sur utiliser l'IA pour tester, parce que sinon, ça faisait un sujet trop vaste. Par contre, oui, il y a l'apparition de l'IA dans certains processus bancaires ça rend difficile la mise en place de stratégies plutôt usuelles. Et du coup, est-ce qu'il est intéressant d'avoir des logiciels d'IA pour tester l'IA ou d'utiliser l'IA dans le test d'IA? Donc Bruno, je pense qu'au niveau recherche, il y a eu pas mal de choses là-dessus, notamment avec des entraînements pour du machine learning. Je te laisse répondre. Oui, c'est un sujet ascendant, comme Samuel l'indique sur la question, puisque de plus en plus des systèmes métiers intègrent une composante IA, au sens une composante basée sur de l'apprentissage, et présente des caractéristiques en partie non déterministes, au sens où on n'a pas de capacité à
formuler l'ensemble des situations. Et évidemment, le risque, c'est la régression. Je dirais qu'il y a deux réponses aujourd'hui là-dedans. Il y a l'établissement de métriques fonctionnelles pour le machine learning, c'est-à-dire des évaluations de bonne performance vues du point de vue métier, qu'on appelle donc des métriques fonctionnelles, et sur lequel on peut s'appuyer pour déterminer dans quelle mesure les prédictions, par exemple, si on fait de la prédiction, sortent du système de tolérance, qui est, donc vous voyez, un certain flou, pas flou, mais disons une certaine marge de manœuvre, hein, puisqu'on accepte certaines réponses de prédiction, mais on ne va pas en accepter d'autres qui sortent. Donc, basées sur des métriques fonctionnelles qui sont établies avec les sachants métiers. Et puis d'autre part, on est avec des nouvelles techniques. Il y a des nouvelles techniques qui sont encore au stade de la recherche, mais par exemple le test métamorphique qui permet de définir une relation sur la donnée de telle façon qu'on vérifie qu'on reste dans les clous de cette relation. Par exemple sur des images, le fait que quand on inverse la position de l'image, on retrouve quand même la caractéristique d'un certain nombre d'éléments de l'image qui vont être, par exemple, sur des couleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est absolument des nouveaux sujets. Hein. Et donc, il y a tout un background qui a refondé. D'ailleurs, la nouvelle certification ISTQB testeur d'IA, qui est vraiment concentrée sur ce sujet-là, vient de sortir en français. Les premiers examens de certification de compétences vont avoir lieu. C'est un module spécialiste. Donc, je vous encourage à aller voir le syllabus parce qu'il est très complet sur cette nouvelle spécialité. Donc, on a une nouvelle spécialité. Voilà. Testeur d'IA. Mais je ne veux pas monopoliser. Après, effectivement, après, on pourrait aller plus loin, mais on va poser effectivement, comme l'a dit Marc, un peu plus. Il y a la méthodologie, il y a les compétences, mais il y a également, pas forcément tester le côté, on va dire, fonctionnel de l'IA, mais le côté éthique. Et parce qu'il y a des prises de décision, d'aide à la décision beaucoup plus rapides qui vont nous être proposées, pas forcément imposées, quelquefois imposées si l'algorithme ou si le système qui comprend les algorithmes est basé comme ça, mais c'est quelque chose de très puissant. Et lorsqu'on préparait le webinaire, j'avais cité l'exemple des Pays-Bas qui ont malheureusement souffert un peu de la mise en place rapide de l'IA au niveau de la direction des finances, c'est-à-dire de retour des impôts, qui ont eu un impact très fort, mais vraiment très fort, beaucoup plus fort qu'on ne le pense, sur la vie de certaines personnes. Et voilà. Et donc aujourd'hui, surtout qu'une société d'assurance, par exemple, ne peut pas prendre le risque de voir une IA prendre des mauvaises décisions, que ça soit ethnique, de genre, etc., etc. Donc il faut effectivement aller au-delà du fonctionnel, mais également tester cette partie éthique. Voilà. Je ferme, Marc, mais je voulais simplement rajouter ce point-là. Ouais. On avait parlé aussi de, Bruno, tout à l'heure, de conception. Moi, je me pose pas mal de questions sur la conception des tests parce que l'automatisation, on est d'accord que généralement, on automatise des tâches récurrentes, des tâches à faible valeur ajoutée. C'est fini les temps modernes avec Charlie Chaplin à serrer les boulons. On a automatisé, c'est des machines qui le font. En quoi l'IA peut aider sur une des parties qui peut être considérée comme les parties où il y a le plus d'intelligence dans le test, les parties comme la conception. Et donc ça d'un point de vue donc Bruno, et j'aimerais bien aussi peut-être entendre Michael sur le sujet d'un point de vue conception mais des tests automatisés. Il y a plein d'opportunités d'utiliser l'IA dans l'ensemble des activités de test. La conception en est une. Et sur la conception, vous savez, on doit tester l'expression du besoin basée sur les user stories et on doit tester en régression. Et la régression est une partie considérable du potentiel d'utilisation de l'IA en s'appuyant sur l'analyse de l'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des données d'activité des utilisateurs qui nous enseignent les parcours clés qui nous permettent d'automatiser l'automatisation, en tout cas d'automatiser la conception, c'est-à-dire d'apprendre au sens où un modèle d'apprentissage est capable d'apprendre les patterns d'usage. Quels sont les parcours qui méritent d'être testés. Et ces parcours, de les reconstruire automatiquement. Donc vous voyez, effectivement,
tout l'espace de la conception des tests n'est pas aujourd'hui une cible pour l'IA, mais certains domaines de la conception de tests, et parmi les plus fastidieux, en tout cas en création et en maintenance, c'est-à-dire les tests de régression, sont une cible claire parce qu'on a de la donnée pour apprendre, et cette donnée, c'est la donnée d'usage. Donc je pense, j'ai la conviction que le terrain des tests de régression sera le premier terrain où on sera à même de remplacer 80%, 90% du travail humain, qui est aujourd'hui le nôtre, dans la conception, l'automatisation de ces tests. Et puis, d'une certaine façon, ce sera un bonheur parce que ce n'est pas les tests les plus fun à faire. Mais c'était juste pour dire que faut voir la big picture. Et là, on a une grosse opportunité de pouvoir avoir une contribution de l'IA qui soit forte sur la conception et d'ailleurs l'implémentation. Mais Michael, je t'en prie. Comme tu dis, effectivement, sur les données sur les données utilisateurs et les données de production qu'on a en grande quantité. Alors effectivement, après, à réfléchir, c'est sur des applicatifs qui ont un fort trafic. Parce qu'effectivement, pour l'IA, ce qui est important aussi pour l'IA, pour son entraînement, c'est qu'il faut une certaine quantité de données derrière. Et justement, pour la conception des tests, il y a aussi besoin de données, donc données d'utilisation par les logs, alors les logs back, ou même pouvoir pister aussi comment fonctionnent les utilisateurs côté front, et voir même ce que disait tout à l'heure Antoine sur les tests, je rebondis sur les tests d'utilisabilité, s'imaginer aussi la conception de tests par rapport à la caption de vision de là où se posent les yeux des utilisateurs, et effectivement concevoir les meilleurs parcours, les parcours les plus critiques, toujours effectivement, c'est aussi derrière permettre à l'IA de créer des aussi travailler sur la priorisation des parcours. En gros, elle conçoit des scénarios automatiquement, et puis derrière, elle se dit, tiens, on a conçu ce scénario, et ce scénario est utilisé par justement un grand nombre de personnes, et elle pourra nous aider aussi. C'est ça aussi que c'est important. Je trouve l'IA est important, non pas est une aide à la décision, mais pour moi personnellement, effectivement, ça peut être un débat intéressant. L'IA ne doit pas décider, parce qu'effectivement, il y a encore des problématiques éthiques, des problématiques assez importantes sur la fiabilité. Pour l'instant, je trouve qu'on est encore aux prémices. Et effectivement, c'est une aide à la décision importante, mais elle a encore du travail pour être optimale sur des tâches de décision importantes. Et pour le coup, derrière, elle va concevoir les scénarios. Par contre, ça restera important de surveiller que ce qu'elle a créé, ce qu'elle a proposé en termes de scénario, de conception de test, il y ait quand même une petite validation humaine et qu'on puisse l'entraîner pour qu'elle s'améliore et propose des tests toujours plus pertinents avec les données, les bonnes données aussi derrière à utiliser que les utilisateurs, que les parcours utilisateurs justement priorisent. On peut même penser à un enrichissement. Ouais, je peux rebondir, Marc, par rapport à ça. C'est vraiment tellement une des activités fondamentales qui fait que l'automatisation, si la conception des tests est bien faite, l'automatisation sera généralement bien faite. Alors, on a historiquement utilisé peut-être trop notre intuition dans la conception des tests. Ce qui fait qu'on sait très bien, dans un certain nombre de cas, on a du sous-test ou du sur-test. Et alors effectivement, pendant des années, on s'est tourné un peu vers la modélisation des tests, le model-based testing, qui est une façon de capturer toute la logique de test qu'on devait faire, sur lequel devaient s'appuyer les automatisations, les automates. Le model-based testing intéressant, mais pourrait connaître, on va dire, un essor un peu plus favorable. Et justement, par rapport à ça, l'IA, en fait, va faire en sorte que cette approche de modélisation des parcours ne soit plus un silo. Parce que c'est ça un des principaux problèmes qu'on a eu pendant longtemps, c'est que la conception des tests, elle reste seule, très peu connectée. Et la logique de test devait être produite ailleurs. Et en fait, avec l'IA va permettre d'améliorer complètement, de passer de la modélisation
à ce qu'on appelle jumeau numérique. Et le jumeau numérique, donc dans cette représentation graphique dynamique de l'ensemble des composants, des interactions, des écrans dans un seul système qui permet à tous les acteurs d'être assez d'accord, en fait, avec l'IA, on va pouvoir apprendre de la production, comme l'a dit Michael et Bruno, apprendre également du code pour répondre aussi à des questions fondamentales. Est-ce que je dois tout tester ? Aide-moi à hiérarchiser mes efforts de test par rapport peut-être à des impératifs business, à des impératifs métiers. Il y a sûrement des user journées, quelle que soit l'application, qui sont plus importantes que d'autres. Comment est-ce que je peux limiter les faux positifs à fur et à mesure que la suite de tests, les test cases s'agrandissent? Est-ce que je peux déterminer si quelque chose n'a pas forcément besoin de test? La couverture de test également. Et tout ça, en fait, effectivement, on peut dire, bon, j'utilise un peu un SonarQube, etc., ou je vais taper dans la production, mais on va avoir besoin d'aide graphique, visuelle, dynamique, intelligent, et qui, en temps réel, va pas simplement nous donner de l'information, mais va nous prescrire et va nous dire, tiens, au lieu d'avoir 2000 cas tests, eh bien, en fait, que tu avais construit de manière intuitive, en fait, tu en as peut-être 30% en moins, parce que via l'IA, on a identifié ce qui était important à droite, à gauche, et on va proposer le nombre exact de test cases importantes pour minimiser le temps et maximiser la couverture. Et c'est ce qui est très important, c'est qu'on n'est plus dans un silo au niveau de la conception des tests. Et c'est ça qui va faire que toute l'approche que Bruno parle avec l'outil Gravity devient ultra intéressante, puisqu'on extrapole de toutes les informations qu'on a à droite, à gauche, cette logique de test pour répondre à ces besoins qu'on a en termes de pression de temps et d'augmentation du nombre de cas de tests. On a une nouvelle question du chat. Oui, Marc, je voulais justement répondre à la question de Miloud Ayeb pour faire le lien avec ce que disaient Michael et Antoine, à savoir que oui, un robot crawler est capable de découvrir le fonctionnement applicatif. Il le fait de façon aveugle. Et donc, la richesse des modèles d'apprentissage, de l'apprentissage des modèles d'IA, c'est la composition des données. C'est-à-dire que je vais apprendre le fonctionnement, le comportement applicatif et prendre les bonnes décisions de test, parce qu'en même temps, je découvre avec du crawling, des capacités autonomes de parcours, avec donc l'absorption des données d'usage utilisateur et aussi avec ce qui se passe en test exploratoire et en test manuel lors des phases de validation des itérations. Par exemple, je vais dénoter qu'il y a une différence entre ce qui est dans la version en prod et sur tel parcours qui vient d'être dans le sprint pour aller mettre à jour le test de régression de la release sur la base de ce que j'ai appris des évolutions et qui sont aussi constatées dans le code, que je peux confirmer par les changes dans le code. Donc vous voyez, et donc pour répondre à la question sur est-ce que l'IA peut découvrir elle-même le fonctionnement de l'application, oui, mais si elle le fait que elle-même, elle va être faible, et si elle conforte cet apprentissage avec l'analyse avec les données d'usage, les données de test et les données de changement dans le code, elle va être forte. Donc la réponse est à la fois oui, et en même temps, c'est l'ensemble des sources de données qui va renforcer les capacités de prédiction, de décision, de génération, enfin celles qu'on attend d'un composant d'IA, quoi. Je vous propose de passer à un autre sujet, notamment la mesure de la qualité, qui est très mise en avant avec TMMI, qui fait de la prévision des anomalies au niveau 5. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer une IA qui se rapprocherait d'un Minority Report debug, c'est-à-dire connaître et détecter les bugs avant même qu'ils apparaissent? Alors, je vais répondre à ça. J'aime beaucoup Minority Report, et notamment quand il rentre dans le magasin avec les yeux de Monsieur Kawasaki, je crois, si je ne me trompe pas, on l'a pas revu celle-là. En fait, aujourd'hui, effectivement, on peut rêver, mais en termes, pour être super pragmatique, cette activité, c'est l'activité de mesure de la qualité. Et on a toujours en fait un peu des problèmes
on va dire peut-être un peu de manque de visibilité par rapport à la fois à la qualité et à la non-qualité. Et on a pour l'instant, beaucoup d'informations pourtant à notre disposition, plein de données. L'historique des builds, l'efficacité des tests, l'exécution des tests, la durée des tests, la modification de code non testé, les défects qui ne sont pas encore identifiés, les mesures de la qualité en production, voilà. Et on a un certain nombre de choses. Donc en fait, je fais un peu le lien aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parallèlement à la conception des tests qui était un petit peu, on va dire, en silo et qui, grâce à l'IA, va être donnée, cette mesure de la qualité, et avec les 3 indicateurs qu'on a en place, les indicateurs de description qu'on a aujourd'hui via n'importe quels outils, les indicateurs de prédiction, prédictif, combien de bugs je vais recevoir par rapport à des centaines de milliers de codes de cette équipe de développeurs, est-ce que je peux le prédire et donc pour pouvoir mettre un type de test, et la prescription, où je devrais fournir mon effort. Voilà, et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le plus important, et c'est ce qui fait que dans beaucoup de sociétés, c'est compliqué à mettre en place, c'est la donnée. Les données, généralement, ne sont pas forcément très structurées, et donc forcément, elles ne sont pas structurantes. Pour mettre en place un système qui va nous permettre à un IA, comme un quality gate, une mesure de qualité, un portail qualité, de bien fonctionner, il faut bien évidemment taper dans différents repositories. Donc, Bruno, tout à l'heure, a parlé des données de production. Donc, on peut également taper dans la base de données des incidents, par exemple, dans le code, pour non plus simplement avoir une vision très descriptive de la qualité de la non-qualité, par uniquement voir ce qui peut se passer dans un Jira ou dans un Octane ou dans des outils comme ça de repository, mais d'avoir un tableau de bord avec de l'IA qui nous permet d'analyser les informations qui vont à droite, à gauche. Alors, je vais donner un exemple concret. On a un certain nombre de milliers ou quelquefois des centaines de milliers de cas tests dans nos répertoires. Combien sont dupliqués au fur et à mesure des années? Aujourd'hui, il y a un algorithme tout simple de traitement du langage naturel, NLP en anglais, qui va à l'intérieur des quality gates, qui va analyser le texte textuel et proposer un taux de probabilité de cas tests qui sont dupliqués ou de défects qui sont compliqués ou qui sont dupliqués également. Identifier également, proposer un rapprochement entre un défect et un test case qui ne sont pas forcément liés. Et tout ça, c'est des algorithmes qui sont relativement simples, que d'autres ont construits pour nous et qui permettent d'éliminer un certain nombre de choses. Mais le plus important, c'est à la base, pour faire fonctionner de l'IA, c'est que la donnée qu'on a d'entrée soit propre. Et c'est ça, finalement, ce qui est de plus compliqué, c'est ce travail en amont qui vont faire que les algorithmes et le retour, les outputs, le résultat des algorithmes soient positifs. Et je rencontre un certain nombre de clients chez qui on a mis ça en place, en termes d'exemple, ce type de plateforme, mais le travail en amont est beaucoup plus important à faire que prévu, parce que chacun utilise un peu les outils, je ne vais pas dire n'importe comment, mais un peu customisés au personnel. Mais ça existe, vraiment, tous ces outils qui permettent de faire de la prédiction, de la prescription sur la qualité. Et je ne veux pas rentrer simplement dans des choses de science-fiction, c'est être hyper concret. Qu'est-ce que je ne peux pas mesurer, que je souhaiterais mesurer aujourd'hui, et et éventuellement penser à d'autres choses, d'autres types de mesures ou de métriques que je souhaiterais faire, que je ne pouvais pas faire dans le passé. Je voudrais rebondir là-dessus pour effectivement qu'on ait bien cette prise de conscience collective de la différenciation des problématiques. Je veux dire par là que si on veut que notre IA nous aide à prendre une décision, par exemple de prédiction de la qualité d'un composant, en s'appuyant sur des données historisées et sur des capacités de retrouver des patterns dans la donnée, il faut que cette donnée sur les métriques de projet soit fiable. Et c'est compliqué. Si on veut, par exemple, aller utiliser des techniques d'IA basées sur les images pour faire du visual testing, c'est-à-dire détecter des anomalies dans des rendus par des navigateurs, on n'a pas de problème de données, puisque la donnée qu'on utilise, c'est simplement le rendu en analyse de l'image avec des algorithmes d'apprentissage sur les images. Si on veut concevoir des tests à partir
de la collecte des actions utilisateurs, on n'a pas de problème de données puisqu'on collecte les actions utilisateurs anonymisées. Vous voyez, donc ce qui est important, c'est de comprendre que la data est au cœur du sujet et que suivant le problème qu'on aborde, la data, il faut mettre en place ce qu'il faut, et puis il y a un travail, mais la data est là parce qu'on la collecte. Et dans l'autre cas, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle ait été stockée, il faut qu'elle ait été archivée, et parfois, ce n'est pas le cas, et là, ça rend impossible de faire de la prédiction fiable. Donc, vous voyez, la data est au cœur, mais parfois, c'est toujours un sujet, mais parfois, c'est un sujet qui nécessite de mettre en place des choses, et ça va fonctionner. Dans l'autre cas, on n'a juste pas fait le boulot les dernières années, et on ne pourra pas. Donc, vous voyez, le message que je veux faire passer, c'est que c'est le cœur du sujet, et en même temps, il faut regarder dans le détail. Le diable est dans le détail. C'est-à-dire que suivant votre objectif d'amélioration et d'utilisation de l'IA pour améliorer, la data pourra ne pas être un problème ou pourra être un problème rédhibitoire. Et je dis ça parce que parfois j'entends des propos trop à l'emporte-pièce qui ne sont pas les tiens, Antoine, hein, mais qui sont de dire, de toute façon, pour l'instant, on ne stocke pas les data. Oui, mais ça dépend ce que tu vas en faire. Ça dépend quel est le sujet que tu traites. Des fois oui, des fois non. La data peut être une barrière ou peut être accessible. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut regarder les sujets dans le détail pour avoir une réponse de faisabilité de l'emploi de l'IA sur un sujet donné dans un contexte donné. C'est ça que je voulais dire. C'est quelque part, c'est le ticket d'entrée en fait pour pouvoir faire de l'IA. Et en gros, on peut pas se dire du jour au lendemain, tiens, je vais faire de l'IA, j'ai juste à mettre un modèle à plugger à mes données et c'est magique, ça va tout faire. Oui, c'est vrai que derrière, il faut penser que la donnée, elle doit être structurée, posément. Dans le cadre justement de la prédiction d'anomalies sur un même projet, mais avec plusieurs applicatifs, il faut qu'il y ait des normes qui soient mises en place entre les différents applicatifs, que les données soient structurées de la même manière, parce que sinon, effectivement, l'IA ne pourra pas fonctionner de manière optimale, ou alors il y aurait beaucoup de biais et beaucoup de bruit avant qu'elle puisse donner un résultat de qualité, quoi, c'est clair. Et ça, pour le coup, c'est une démarche, en fait, c'est quand on met en place l'IA, la démarche n'est pas juste je veux mettre de l'IA. Il faut effectivement savoir pourquoi on met l'IA. Il faut que derrière, il faut préparer sa donnée propre pour que l'IA fonctionne, si j'ai bien compris. C'est ça, hein. Les entreprises et le tissu est de plus en plus large qui intègrent de l'IA dans leur business ont mis en place un responsable de la donnée. Voilà. Qui gère y compris certains aspects qui peuvent être liés par exemple à la privacy, hein, dans les cas que vous connaissez, mais globalement, qui justement va avoir des effets de levier pour que la donnée soit collectée comme il faut, qu'on optimise les processus de gestion et d'historisation de la donnée pour que, évidemment, derrière, les composants d'apprentissage puissent délivrer des résultats. Donc c'est un changement qu'effectivement, il faut gérer, mais en même temps, il y a des fois où le changement peut être maintenant, c'est ça aussi. Il y a une question dans le chat, je pense que c'est surtout une remarque. On parle beaucoup de tests à partir des logs pour couvrir des risques, mais il soulève le trou, entre guillemets, dans la raquette de nos outils d'IA sur tout ce qui est couverture des specs, et couverture des fonctionnalités ou des exigences. J'avais vu, si je peux prendre rapidement la parole justement sur le sujet, parce que c'est un sujet que je voulais, on parlait de conception, c'est dans la conception effectivement tout à l'heure, c'est un risque effectivement que j'avais effectivement adapté, mais je pense qu'il y a des solutions effectivement à apporter. Actuellement, oui, l'outil donc va se baser sur les logs, donc sur les parcours utilisateurs, les comportements utilisateurs, mais au final, il va peut-être pas tout tester l'application, parce que les utilisateurs, au final, il y a certaines fois où les utilisateurs, il y a certaines fonctionnalités du site qu'ils n'utilisent peu, voire jamais. Et l'IA va pas deviner, sauf si on la met en lien justement avec ce qu'on disait de la modélisation tout à l'heure pour dire que doit contenir le site. Je pense qu'il y a moyen effectivement de lier finalement la modélisation du site et des comportements avec les datas et de dire effectivement est-ce qu'il y a des manques derrière au niveau des tests. Mais c'est vrai que c'est un risque quand on se base uniquement sur les logs. On fait de la bonne non-règle, parce que la non-règle qui est basée sur le business et les utilisateurs, mais il peut y avoir effectivement des trous dans la raquette.
Et ce qui fait cette partie-là, la couverture des specs, c'est les algorithmes de traitement du langage naturel qui analysent le texte, même en mode Gherkin, et qui vont soit le transformer en modèle, soit valider qu'il y a déjà un modèle existant qui corresponde à ça. Et j'ai vu aussi une tentative d'un algorithme qui arrivait à transformer l'inverse, c'est-à-dire par exemple une requête SQL en mode texte. Pour que ça soit lisible par des gens qui ne sont pas forcément techniques. Voilà, donc ça va dans les deux sens, en bidirectionnel. Je voudrais rebondir là-dessus pour dire deux choses. Le premier, c'est que, en fait, on bénéficie de technologies qui sont créées par d'autres dans d'autres domaines, peut-être plus massifs que les nôtres. C'est-à-dire que parmi les deux grands succès du machine learning de ces 10 dernières années, il y a évidemment l'analyse d'images et l'analyse du langage naturel. Aujourd'hui, on utilise tous et ça nous sert directement dans le test, en particulier l'analyse du langage naturel. Antoine l'a évoqué. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en préparant cette table ronde, on a eu ce débat sur l'IA pour le testeur augmenté ou remplacer le testeur, donc qui est un débat clé. Et c'est vrai que lorsqu'on on rentre un peu dans le détail de ce qu'on peut en faire et de la valeur, d'une analyse de la valeur, eh bien, c'est faire plus vite, c'est faire mieux, avec moins de déchets, des choses qui sont portées par les savoir-faire aujourd'hui des équipes. Donc, c'est cette perspective-là que nous, on porte, en tout cas autour de cette table, à savoir que c'est le moment d'utiliser ces techniques pour faire plus vite, mieux, c'est-à-dire avec moins de rework et avec plus de qualité, des choses qui participent de notre propre responsabilité et qu'on n'est pas aujourd'hui dans l'idée de déléguer notre responsabilité à des robots parce que les technologies ne sont pas mûres et parce que nous-mêmes, on n'est pas mûrs pour le faire. Il y a le couple des deux. Mais que pour autant, est un testeur augmenté, c'est-à-dire aller plus vite et mieux parce qu'on a des outils à base d'IA, c'est exactement la réalité qui se dessine rapidement. Je vais vous inviter à répondre à la question de Jérémy avant de passer au gros morceau de l'automatisation et de l'IA pour l'automatisation. C'est une IA, c'est analyse de la data pour comprendre ce qui est utilisé. Et est-ce qu'il faudrait une seconde IA pour reproduire des logs? Et au niveau coût de la mise en place de l'IA, est-ce qu'il faut beaucoup de données? C'est des grosses machines, etc., etc. Est-ce que ça ne devient pas très vite trop cher dans beaucoup de contextes? Alors, moi, j'ai pas mon expérience concrète sur deux sujets. Le sujet qui est le sujet priorisation des tests à partir de l'analyse des historiques des résultats d'exécution et de génération de tests à partir de logs, c'est que dans l'ensemble des algorithmes de machine learning, on s'aperçoit que lorsque on a des bons résultats avec des algorithmes dits de machine learning classiques, par exemple des arbres de décision ou des algorithmes de classification, c'est cela qu'on va utiliser. Parce que ces algorithmes sont optimisés, c'est par exemple ceux qui sont utilisés dans votre recherche dans votre navigateur préféré pour classifier les résultats qu'ils vont vous donner. Ces algos sont optimisés, les temps d'apprentissage sont courts, par opposition aux réseaux de neurones récurrents, c'est-à-dire à des modèles beaucoup plus complexes, dont l'apprentissage est beaucoup plus lourd, et aussi la mise au point plus difficile, la mise au point de ce qu'on appelle les hyperparamètres, c'est-à-dire la configuration de la façon dont le réseau apprend. Donc, mon expérience, c'est que en tant que développeur d'outils de test à base d'IA, dès que je peux utiliser des algos d'apprentissage dits classiques, je vous en ai cité deux, il y en a tout un tas, donc je préférerais les utiliser pour ne pas rencontrer les problèmes que tu cites, Jérémy, c'est-à-dire pouvoir traiter ça sans avoir besoin d'un supercalculateur, voilà, pour dire les choses. Mais si je ne peux pas, et que les réseaux de neurones récurrents, les modèles de deep learning sont
par apprentissage par renforcement, par exemple, me donne les bons résultats, ben, je vais aller vers ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et donc, la réponse est non. On n'est pas condamné forcément pour obtenir un résultat à avoir des modèles super compliqués qui nécessitent des hypercalculateurs pour apprendre. Non. Ça dépend vraiment des sujets et je vous dis, mon expérience, c'est qu'il y a des algorithmes qui marchent très bien en génération ou en prédiction et qui sont des algorithmes d'apprentissage peu coûteux. Et Mais il faut voir au cas par cas. beaucoup, Bruno, moi, Et j'ai demandé benchmarker, une il faut question. benchmarker les algos, voilà, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et en termes de perf, pour le coup, en général, c'est ça dépend du Sur ce modèle. qu'on- Je suis d'accord effectivement à ce que Tu tu dis. vois, sur ce qu'on a fait sur la priorisation par apprentissage à partir des caractéristiques des tests, des résultats d'exécution, eh bien, on est sur, en gros, quelques minutes d'apprentissage, donc de façon récurrente à chaque cycle. Et en termes de priorisation, c'est-à-dire en termes de prédiction de ceux qui vont détecter une anomalie, on est sur la seconde. Hein. Le modèle mais l'entraînement du modèle, c'est quelques minutes sur tout un échantillon de projet hein, vaste. Et voilà, ça tourne en fait. Hein. Je vous propose de passer rapidement par l'automatisation, parce que c'est quand même une des raisons pour lesquelles on veut de l'IA, c'est pour faciliter cette automatisation. Comment on pourrait faciliter cette automatisation avec l'IA, Michael? Faciliter l'automatisation ou les résultats de l'automatisation. Parce que moi, c'est effectivement Ça en fait partie, oui. ça en fait partie. Moi, effectivement, le constat qu'il y a actuellement, c'est que on a plus de tests, on a de plus en plus de tests. Bon, effectivement, si on n'est pas passé par une IA qui nous facilite la conception et fasse un peu moins de, effectivement, on va dire, rend les campagnes un peu plus pertinentes. Il y a de plus en plus de tests, on veut de plus en plus automatiser, mais et on veut comment dire, sortir de plus en plus souvent en prod. On veut que les tests soient rapides et qu'on puisse les jouer souvent et qu'ils soient exécutés rapidement. Et on se retrouve parfois avec une quantité assez énorme de tests automatisés, j'entends. Et il faut penser aussi derrière que une fois que le test est créé, donc de manière automatique ou manuelle, hein, on sait qu'effectivement il y a des possibilités aussi de créer des tests de manière automatisée, mais je laisserai Bruno plus en parler. Il y a comment dire, l'exécution donc qui est gérée, et après on se retrouve effectivement avec des scénarios à analyser quand ils sont en échec. Donc souvent effectivement on peut avoir une certaine quantité de scénarios, et imaginons qu'on ait 3000 scénarios, ce qui est énorme, on a toute la couverture, c'est génial, et que 10% tombent en échec. 10% de 3000, ça fait quand même 300 scénarios, ce qui est énorme. Je me trompe pas. Voilà, ça fait quand même énorme. 300 scénarios quand on est pressé, qu'on veut par exemple partir en prod dans 2 jours, 300 scénarios analysés, c'est énorme. Donc, il faut penser derrière des IA, effectivement, des réflexions qu'on a eues sur déjà la première chose à faire, c'est de rassembler les problèmes. C'est-à-dire, en gros, on a 300 scénarios qui tombent en échec, peuvent avoir une cause différente, mais aussi des causes communes. Et donc, c'est important aussi d'avoir des algorithmes qui permettent de se dire, quelles sont les causes des différents échecs, de mettre des indices de pondération et puis de permettre à ces échecs d'être regroupés et donc de faire des pools d'incidents au final beaucoup plus ciblés et qui nous disent sur ces 300 scénarios en échec par exemple, j'en ai 100 qui sont KO à cause de ça, 100 qui sont KO à cause de ça, 100 qui sont KO à cause de ça. Là déjà en termes de gain de temps, c'est même pour le testeur, c'est juste fabuleux. Et ensuite, une fois qu'on a pu analyser aussi ces différents blocs, c'est aussi de se dire, est-ce que les problèmes n'ont pas déjà été rencontrés et de pouvoir le corréler avec des problèmes existants. Et donc, en gros, c'est pareil là, de mettre que suite, à la base de données d'exécution en échec, d'incidents existants, on est capable de dire ce problème a déjà été rencontré. Et donc là, l'analyse est encore plus simple. On sait quel était le problème, on sait comment il était corrigé, et puis on peut même analyser, on pourrait même hyperboler en disant comment il a été produit aussi. Et donc mettre en place les pratiques derrière qui permettent de corriger. Moi, c'est surtout sur l'analyse de ces résultats que je vois la puissance et l'intérêt de l'IA effectivement pour améliorer ça. Et avec des tests bien factorisés, on peut avoir 300 tests en échec, mais seulement 4 ou 5 étapes de test. Hein. Voilà, exactement. Il faut gérer les étapes, effectivement. Ça permet de dire à quelle étape, effectivement, tout test confondu, l'échec est tombé.
Et Alors, Bruno, Bruno souhaitait parler d'un peu d'une étape au-dessus, et toi, c'est encore l'étape au-dessus de ce que voulait faire Bruno. Donc, sur le self-healing. Oui, c'est un gros sujet, hein. Pourquoi c'est un gros sujet? Parce que la maintenance des tests est le plus gros sujet de l'automatisation aujourd'hui, avec l'instabilité. Alors, instabilité, ça veut dire détection des flaky tests, hein, donc de ces tests dont l'exécution va être faite ou true en fonction du contexte d'exécution, par exemple des problèmes de connexion réseau. Et puis, évidemment, les problèmes liés à la mise à jour des locators sur les objets graphiques. Donc, sur ces deux aspects, c'est vraiment, il y a des technologies qui sont aujourd'hui à l'état de proto avancé, je dirais, mais qui permettent d'automatiser le changement dans le code de la référence au locator par analyse déjà de l'échec du test et aussi par analyse des modifications qui ont été faites dans la base et par aussi identification eh bien, de l'objet graphique, de son changement, de son... Donc, on va vraiment, sur ce point de vue-là, dans les frameworks d'automatisation GUI, vers des capacités d'automatiser la maintenance du changement sur les locators et puis des diminutions aussi sur les flaky tests. Et ça, c'est voilà, et on c'est peut être, vraiment un ouais, Bruno, résultat d'IA, quoi. ouais. On peut être aussi au-delà simplement des locateurs. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution, notamment des éditeurs de logiciels, sur la faculté à même proposer lors d'un design d'un test quel est le meilleur locator qui va être le plus stable, basé sur l'historique et le plus facilement reconnaissable. Effectivement, ça peut être d'autres. Mais il y a également cette partie computer vision, hein, vous savez que cette partie ces sous-parties de deep learning, pour les gens qui connaissent un peu, dont l'objectif est d'éduquer les ordinateurs, les systèmes, à voir, à comprendre et à interpréter le contenu des images numériques. Et donc, vous savez, il y a des formes comme ça pour les CAPTCHA où on nous demande de reconnaître des chats, des étoiles, etc., des palmiers, peu importe. Passage piéton. Et voilà. Et l'idée, c'était d'utiliser, et c'est d'ailleurs, c'est vraiment utilisé dans certains outils, pour faire justement cette partie self-healing, non pas simplement basée sur de locateurs, mais sur la compréhension des objets. Nous, quand on fait du test manuel, qu'un menu hamburger avec les 3 petits traits passe de droite à gauche, qui passe de couleur, ou qu'un bouton soumettre devient OK, vert, triangle, etc., on sait ce que ça fait. Et l'idée, c'est que la machine, en fait, interagisse avec l'écran même en omettant cette logique d'object locateur et interagissent avec l'image comme si c'était nous qui interagissions avec l'image, parce que c'était ce même niveau de compréhension. Et effectivement, c'est super important dans tout ce qui est self-healing, mais également en termes de vélocité par rapport à toutes les mises à jour qui arrivent avec des nouveaux objets et qui font forcément pas partie de la non-règle, qui sont modifiés, qui sont rajoutés, etc., etc. Et ça peut aller au-delà, c'est-à-dire ajuster les tests en cas de modification, et également ceux qui pourraient être cachés à l'utilisateur final. Voilà. Et donc, cette partie computer vision arrive à la fois pour le self-healing, dont tu as parlé Bruno également, mais également pour tout le reste que je viens de citer à l'instant. Il y a encore beaucoup de sujets, on arrive vers la fin. Donc, je vous propose de finir sur un des sujets qui est le plus important et qui nous concerne tous. Quelle est la place du testeur dans tout ce qui est avec cette IA? Où va-t-il se situer? Il se situe dans une continuité, hein. On est dans une continuité de passage de tests. Vous connaissez l'expression que je ne vais pas prononcer ici, hein, c'est-à-dire où tout est fait à la main et puis un peu de façon très, voilà, peu contrôlée, quoi, on va dire. Et on est maintenant sur des processus organisés, sur des activités semi-automatisées dont l'automatisation se renforce. Donc l'IA a sa place là, c'est-à-dire, et regardez les processus d'opération. Vous vous rappelez où on était il y a 10 ans et où ils en sont maintenant? C'est-à-dire entre
le gestionnaire de version, l'automatisation du build, l'automatisation, enfin l'intégration continue, la place des tests, la place du déploiement, l'automatisation du déploiement, franchement, c'est beaucoup plus en avance que nous sur la façon dont les robots de production, nous, on suit avec un peu de retard ce chemin-là, c'est-à-dire avoir des outils qui automatisent certaines activités avec l'IA. Voilà. Et sans l'IA, c'est compliqué. Parce que pour compléter la réponse à toi, Midine, c'est que un algorithme spécialisé, en fait, la réponse est là. Il est spécialisé. Un mécanisme d'apprentissage va être en capacité de s'adapter. C'est toute la différence. Tu dois mettre à jour ton algorithme spécialisé, tes heuristiques qui, par exemple, priorisent tes tests, alors que ton modèle d'apprentissage apprend pour s'adapter à la façon dont le contexte évolue. Et donc, oui, on peut avoir des algorithmes spécialisés, mais oui, il faudra maintenir ces algorithmes spécialisés là où l'apprentissage sera en capacité d'évoluer. C'est ça la différence. Je vais rajouter, compléter peut-être quelque chose, non pas que quelque chose manque dans ce que tu viens de rajouter, Bruno, mais je vais juste regarder un constat. Depuis, on fait énormément d'efforts tous ensemble pour automatiser le maximum de choses. Et c'est compliqué, ça se complexifie. Et si on regarde simplement les derniers rapports, les études de marché, les études sur notre activité, j'en lisais une la semaine dernière que Forrester a dit, on est toujours entre 10 à 30% d'automatisation des tests fonctionnels depuis 20 ans. Alors effectivement, certains d'entre nous ont mis en place full DevOps avec l'apprentissage de prod, etc. Mais il y en a encore très très peu. On a une forme, effectivement, pour rebondir. Alors, je serais peut-être un petit peu plus, pas provocateur parce que c'est un peu négatif, mais je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de faire l'automatisation. Je pense qu'on s'est planté et qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on accepte cette main qui est tendue par l'IA pour augmenter notre travail. Et alors, effectivement, ça va passer par une augmentation de notre boulot, par une transformation de notre métier, parce que l'IA va être capable d'être plus rapide, plus précise sur beaucoup de sujets. Et ça ne veut absolument pas dire que toute la logique de test et tout ce qu'on doit faire va disparaître, notre métier va disparaître, mais il va se transformer. Et notamment, je crois que c'est Jérémy, je ne sais plus, qui a posé la question tout à l'heure, et si l'IA pratiquement devenait autonome pour les tests. Alors, effectivement, il y a déjà des prototypes qui arrivent où comme AlphaGo l'a fait il y a quelques années avec le jeu de Go en battant le champion du monde, on a ce type de système qui arrive pour le monde du test. En revanche, notre métier va être également là pour éduquer, pour assister ces systèmes d'algorithmes de machine learning les plus avancés dans leur compréhension des systèmes qu'on doit tester. Alors, on n'en est pas là, parce que comme Bruno, je ne sais pas si tu le disais, mais moi je trouve qu'on a une certaine forme de complaisance de notre métier, où on fait ce qui fonctionne et on fait ça depuis un certain nombre d'années, donc pourquoi je changerais? C'est un peu un principe humain qui est valable pour tout le monde. C'est très compliqué d'essayer de se remettre en cause, de dire tiens, voilà, mes scripts Selenium, en fait, aujourd'hui, il va falloir que je revoie complètement mon approche et de me dire, tiens, est-ce que je pourrais être plus efficace, plus précis par rapport aux résultats que j'obtiens, par rapport à toutes les métriques que je cherche, et comment je pourrais utiliser l'IA pour résoudre des problèmes, encore une fois, pour être super concret. Et il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, et Gravity en fait partie, qui méritent d'être véritablement considérés pour faire un pilote et de voir comment, concrètement, on peut pouvoir avancer. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Bruno, c'est compliqué pour nous, dans notre métier, la qualité, d'essayer de se remettre en cause et de poser, de prendre une action concrète avec tout notre management, avec toutes nos équipes, en disant, tiens, voilà, il y a vraiment un des problèmes qu'on a en qualité, c'est ça. Aujourd'hui, on a identifié quelqu'un qui a développé une IA qui nous permet de résoudre ce problème-là et véritablement de le faire.
et on n'est pas dans ça va pas nous remplacer, ça va nous augmenter, mais et quelquefois aussi transformer dans le futur, pas tout de suite, mais la manière dont on est organisé, la manière sur laquelle on passe notre temps. On n'a pas parlé de gestion des jeux de tests de données, par exemple, qui est aussi une des problématiques fondamentales. Aujourd'hui, il y a de l'IA qui est capable de créer des jeux de données synthétiques pour nous aider à aller plus loin. Alors, effectivement, avec les notions de GDPR et de régulation, mais c'est super important. Donc, pour moi, c'est l'IA, ça va générer la transformation de notre métier, mais ça va prendre un petit peu de temps culturellement. Mais pas trop, il faut faire attention. Pour donner mon avis, effectivement, je suis plutôt en accord avec vous. C'est difficile de passer derrière, comme on dit. Pour le coup, en fait, oui, sur l'IA, moi, effectivement, c'est comme tu dis, il y a une complaisance dans le métier de testeur. Pourquoi changer? Alors qu'effectivement, l'IA est une chance, mais il reste effectivement des problématiques, entre guillemets, actuellement, je trouve, de confiance par rapport à l'IA. Comment tester une IA, ce qu'on disait au départ, qui pourrait faire l'objet carrément, effectivement, d'une table ronde là-dessus. Parce que c'est intéressant aussi, ce sujet-là est intéressant de savoir que si on veut faire confiance, faut qu'on la teste derrière pour être sûr qu'on l'entraîne, pour que ça soit effectivement que les résultats soient optimum. Mais effectivement, c'est indispensable par rapport au rythme, aux cadences qu'on souhaite mettre effectivement dans les livraisons. Et ce qui est assez important aussi, c'est de dire aussi que l'IA va pas changer que le métier de testeur, mais aussi toute l'équipe en elle-même. Hein. C'est comme on répète, la qualité, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste l'affaire du testeur. Et il faut penser aussi que derrière, il faudrait que cette IA, en termes de qualité et de test, elle apporte aussi des nouvelles pratiques ou bien des bonnes pratiques, qu'elle pousse un peu aussi les bonnes pratiques côté développement pour que justement l'ensemble de la chaîne soit en qualité. Et effectivement, qu'en fait, moi je réfléchis justement sur les tests, les problématiques de sélecteurs et autres, eh ben, peut y avoir juste un travail effectivement de bonnes pratiques et de passage qui peut permettre de résoudre ça, et l'IA peut être carrément une aide importante à faire en sorte que le produit dans son ensemble, du développement jusqu'à sa mise en production, et justement en passant par les tests et les contrôles qualité, quelque part, l'assurance qualité, l'IA est une chance. Et c'est, comme tu dis, c'est le futur. Et on n'en est qu'au début. On en parle depuis des années de l'IA. Hein, même, on voit qu'Adic, Minority Report, ça date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, effectivement, c'est quand même l'usage quotidien n'est pas encore pour tout de suite. Ok. Il est 13h. Donc, merci à tous. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à la dernière question de Jérémy sur une IA généraliste capable d'aller tester et de faire. Parce que là, il y a un peu une mode d'IA Terminator pour les testeurs. Skynet. On en est quand même encore, voilà, de mon point de vue, assez loin. Ensuite, c'est vrai que certaines fonctionnalités se ressemblent, mais c'est un peu après comme les jeux, hein. Les jeux FPS, qu'est-ce qui ressemble plus à un jeu FPS qu'un autre jeu FPS? Pourtant, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, encore merci à vous. Les prochains rendez-vous des webinaires de la taverne, normalement, c'est en novembre. Se former au test. Voilà, comment on fait pour se former au test. Et il y a de fortes chances que début d'année prochaine, on fasse une table ronde ou un événement dédié à le test de l'IA. Voilà. Et Antoine a partagé avec nous un prochain événement, 8 novembre prochain, sur le QX Day, un événement gratuit, toute une journée en présentiel en Île-de-France, une journée dédiée à la qualité. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. À bientôt, Marc. C'est une bonne fin de journée. Au revoir. Très bonne journée à tous.